Et c'est parti pour notre rendez-vous de tous les 15 jours au féminin et toujours depuis le Onomo Hotel. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Dans ce numéro de la semaine, nous allons parler du rôle multidimensionnel de la femme au sein de la société. S'il est vrai que la femme dans la société est celle qui transmet la vie, elle est aussi celle qui joue un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement d'une société. Pour ce faire, qui est la femme? Comment acte-t-elle ses rôles multidimensionnels sur les plans familial, religieux, voire sociétal? Et pour en parler, trois grandes dames sont avec nous. Tout d'abord, celle dont la passion est de voir les vies se transformer par la présence et la puissance de Dieu. Madame Kuan Yin Mansoni, épouse Suna Ondias, est entre autres directeur général de l'école DBS, pasteur et fondatrice du concept Femme Royale. Kuan Yin Mansoni, épouse Ondias, est mariée et mère de 4 enfants. Notre prochaine invitée est véritablement multidimensionnelle. Psychothérapeute conjugale et familiale, coach spirituel, la prophétesse Edwige Ada Banangoy est très engagée dans le combat pour la reconstitution et la restauration des familles. Elle est mariée, mère naturelle d'une fille et grand-mère. Enfin, Madame Balkissou Baba est des nôtres. Elle est le chef de quartier Akébé Bellevue 1, femme engagée dans les œuvres sociales. Elle est mariée, mère de 5 enfants et grand-mère. Le décor étant planté, au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Merci encore de nous rejoindre sur ce plateau de Au Féminin. Que de grandes dames, comme je l'ai dit à l'entame. Bienvenue à toutes. Merci. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. On est juste contente d'être là. Ça se voit. Oui. Ça se voit sur vos visages. Oui, merci. Pareil. Merci. Merci pour l'opportunité, Madame Dira, pour cette belle émission. Merci. Et vous aussi, merci à la maison de nous accepter chez vous, parce qu'on s'invite sans carte d'invitation. Permettez la répétition. Et alors, mesdames, il est de coutume Au Féminin, lors du premier tour de table, de nous aider à mieux vous connaître. Et quand on dit de mieux vous connaître, vous ouvrez les couloirs que vous voulez en termes de complément d'information, parce que je vous ai présenté. Mais ce n'est pas suffisant. Les gens, parce qu'il faut dire quand même que vos profils sont kilométriques. J'ai essayé, mais je sais qu'elles le feront mieux. Et je commence par Kuan Yin, qui, je vous ai présenté comme pasteur, DG de l'école DBS, mais encore... Mais encore, je suis épouse, je suis une maman, je suis entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, parce que je fais beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout dire. Mais si je dois dire une chose qu'on peut retenir sur moi, c'est que je suis une femme travailleuse. Voilà, une femme qui aime travailler, qui aime aider les autres, qui aime accompagner. Et j'aime beaucoup la jeunesse, j'aime les femmes, les enfants. Voilà, c'est mon environnement du quotidien, que ce soit à l'église, que ce soit au niveau de l'école. Et puis, se retrouver dans le domaine en tant que directrice, ça nous amène à côtoyer les familles. Donc, du coup, on se retrouve aussi à voir les parents, à discuter avec les parents. Donc, du coup, ça fait beaucoup de choses en même temps qu'on fait. Voilà, donc je peux pas dire trop de choses parce que je vais laisser aussi mes collègues s'exprimer. Et on va se découvrir au fur et à mesure pendant l'émission. Mais un thème qui vous colle à la peau par rapport à votre profil, oui. Parce que pour avoir souvent échangé avec vous, je vous avais dit comme une blague, mais vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé de métier parce que vous feriez une bonne animatrice. Et je n'étais pas très loin parce que vous n'êtes pas loin des médias. Oui, c'est vrai. Je suis pas loin des médias. Avec mon époux, on a lancé
réussiravecdieu.com, qui est un média en ligne d'édification pour les entrepreneurs chrétiens. Donc, ça existe depuis très, très, très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai des étudiants qui s'inscrivent à notre école juste à cause de ce média-là. Et j'étais très choquée. Mais tout ce que nous faisons, même quand on pense que c'est petit, on ne doit rien négliger, au fait. Voilà, le fait d'être pasteur, ça m'a fait découvrir, au fait, une facette de moi vis-à-vis des étudiants où ils respectent même ce manteau-là, ils respectent le travail que nous faisons au quotidien. Voilà, c'est vrai que je suis dans le numérique, mais le numérique a commencé avec ce média. Et vous dites, et ça, j'aimerais bien que vous nous édifiez un tout petit peu là-dessus, votre passion, Oui. dites-vous, c'est de voir les vies se transformer en présence de la puissance de Dieu. Et là, vous venez de le dire. Oui. C'est ce qui vous permet d'afficher ce beau sourire que vous avez. Oui. Comment ça peut être une passion? Je suis très passionnée, je pense, par l'humain, par ce que nous sommes, parce que je crois que chaque être humain a quelque chose en lui. Et cette chose, on appelle ça potentiel, un trésor. Et le fait d'avoir côtoyé des personnes qui ne s'apprécient pas ou qui ne voient pas ce que nous voyons en eux, ça m'a donné cette envie justement d'accompagner les jeunes, d'accompagner des femmes et parfois même des enfants dans le cadre scolaire, parce que j'ai aussi accompagné des enfants. Donc, je détecte les dons des enfants par des activités et c'est comme ça, au fait, que je me suis retrouvée à être passionnée de ce milieu-là éducationnel, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des jeunes, mais surtout au niveau des femmes, c'est juste incroyable. Voilà. Parce que je me retrouve ici justement parce que je suis passionnée sur la transformation de la femme, parce que je pense que la femme est tellement extraordinaire qu'elle peut apporter. Voilà, elle est multidimensionnelle. Et celle vers qui je me tourne, Madame Ada Edwige Banangoy. Yes. Banangoy. Elle alors, mais vraiment, c'est à croire que ce thème, vous avez été choisie, on va dire par Dieu, hein, pour qu'on en parle, et parce que vous êtes prophétesse, psychothérapeute conjugale et familiale, des titres qui consistent en quoi, pour commencer par là? Ensuite, vous allez nous décliner les autres parce que c'est tellement les uns après les autres enrichissants et édifiants. Bon, lorsqu'on dit prophétesse, ça veut dire en fait qu'on est oint. On est appelé par Dieu pour accomplir une mission. Mais sur le plan ecclésiastique, on a une fonction de prophète, c'est-à-dire des personnes que Dieu a établies pour orienter, pour corriger, pour interpeller et surtout parler de sa part. C'est ça en fait le prophète. Mais moi je suis prophétesse, mais reconcentrée, si ce n'est axée dans un couloir précis, celui de la famille. Dieu m'a appelée en 2006 pour accompagner les familles, pour accompagner la femme, pour aider la femme à retrouver, à découvrir sa véritable identité. Mais mission. Sa mission également, ça part de la connaissance ou de la découverte de l'identité pour comprendre la mission. Donc tout est plus ou moins relié. Et ajouté à ça, depuis 18 ans, donc j'accompagne les couples pour la restauration des familles, la reconstruction des foyers brisés, mais également j'ai un regard particulier sur une catégorie d'enfants, les orphelins défavorisés, parce qu'on a beaucoup d'orphelins dans le monde. Moi-même, je suis orpheline de père et de mère, mais là, j'ai vraiment, je mets un accent sur les enfants défavorisés. Et au Gabon, les orphelins sont, pour ainsi dire, depuis 3 ans, un fardeau que je porte de manière très profonde. Voilà. Donc maintenant, comme je suis servante de Dieu depuis 18 ans, en fait, Dieu a voulu que je me convertisse ou je me reconvertisse d'assistante de direction. Au départ, j'ai 24 ans d'expérience dans le domaine de l'assistanat. Attendez, incroyable, hein? Elle a démissionné d'un poste de responsabilité et pas dans une entreprise, pas des moindres. Hein. Donc, vous allez continuer parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, on démissionne encore d'un poste parce que cet appel était pressant. C'était pressant. En 2006, en effet, ça faisait 6 ans que j'étais employée à l'OPRAG et que j'avais graduellement atteint, on va dire, le summum de ma carrière. On parle d'assistante de direction. Et donc là, le Seigneur m'appelle et puis je me rends compte que
La tâche est ardue et laborieuse. Il fallait donc que je renonce à ce pan de moi, c'est-à-dire professionnel, pour me mettre pleinement dans la mission parce qu'il y avait tellement de demandes, des foyers en difficulté, des femmes en difficulté. J'ai juste annoncé à mon DG que je partais. Personne n'y avait cru, mais c'était par la foi et c'est l'appel quand ça te tient. On ne peut pas lutter contre cela. Donc j'ai juste obéi en quittant tout ce que j'avais de confort, d'avantage. Et il faut dire qu'à l'époque, je venais d'avoir une augmentation salariale pas négligeable, non pas négligeable. Mais donc je quitte parce que je sais que l'appel, c'est la mission. Et comme je m'étais découverte, comme je dis, la découverte de son identité, j'ai découvert qui je suis et pourquoi j'existe. Et fait particulier, parce que on échange toujours, hein, elle me dit, Mireille, et j'acquiesce, hein, on ne peut transmettre que si on a vécu quelque chose. Parce que ça vous permet de parler de ce que vous connaissez, ce que vous avez expérimenté. C'est votre cas, et vous venez de le dire encore. Orpheline, vous vous intéressez aux orphelins. Dieu merci, vous n'êtes pas veuve, parce que vous venez de célébrer vos 29 ans de mariage. Pour 35 ans de vie commune. Et ça s'applaudit. Hein? Non, mais c'est la grâce de Dieu, en effet. Mais vous venez de loin. Parce que 35 ans, ça n'a pas été un long fleuve. Je viens de très loin. Mon foyer a été pour moi le tremplin. J'appelle ça l'école de modélage. Dans ce foyer, j'ai appris tous les modules que j'enseigne aux femmes. Je connais l'importance du mariage. Je connais plus ou moins le rôle de la femme dans le foyer. Et mon mari a été pour moi également un cas d'école qui m'a permis d'atteindre la femme que je suis devenue. Et comme je dis, on ne peut aider à traverser le feu que si on l'a traversé. Donc, de par cette expérience, je sais exactement comment aider les femmes qui sont en difficulté, comment accompagner les foyers en difficulté, parce que Dieu a permis que par toutes ces expériences-là et cette expertise, je sois en fait capable de soutenir et d'accompagner et d'édifier en même temps, parce que je forme également les femmes. Et ce que je voudrais dire au passage, c'est que depuis 2 ans, j'ai une école du mariage. Je forme autant les jeunes femmes et les couples à connaître véritablement les valeurs fondamentales du mariage. Et là, j'en connais une qui sera très contente parce qu'elle le répète très souvent sur ce plateau, c'est Madame Melviva Benga Bengon qui dit il faut qu'on retourne aux fondamentaux. Le mariage aujourd'hui, les jeunes filles s'engagent sans connaître ce qui les attend. Exactement. Et c'est ce que je fais. J'ai un monde actif, j'ai des centaines de mariages à travers le monde. Je forme les femmes justement à connaître le pourquoi du mariage, la profondeur du mariage, les valeurs du mariage. Et effectivement, je les ramène à la source. D'où le thème de ma première caravane nationale à travers le Gabon, c'était « Femme, reviens à la source ». Femme, viens connaître ton identité, viens par là rentrer dans tous les rôles que Dieu t'a tracés, parce que la femme, elle a effectivement ses rôles multidimensionnels. Donc, voilà le travail que je fais, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Parce que vous êtes très connu à l'international aussi avec une succursale en France de JCS. JCS France, en effet, parce que nous vivons en France, mon époux et moi, depuis près de 20 ans. Voilà. Wow. Mais elle a fait le voyage spécialement pour Au Féminin et c'est nous qui sommes gâtés. Et chaque fois qu'on a besoin se fera sentir, on lui passera un coup de fil, elle viendra échanger avec nous sur ce plateau. Vous promettez? Et comment? J'aide mon Gabon à se construire. On est dans la restauration. Donc, vous comprenez que le thème choisi, c'est vraiment avec des couloirs appropriés, des voix autorisées et celles vers qui je me tourne. Madame Balkissou Baba. Oui. Qui est cette femme qui se passionne pour tout ce qui est social, déjà chef de quartier à Québec, Bellevue 1? Oui. Alors, c'est comme vous l'avez dit tantôt, merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. La nature est là, voilà. C'est Balkissou Baba, chef de quartier. Avant d'être chef de quartier d'abord, mère, grande-mère, parce que déjà je me suis mariée très tôt, à 19 ans. Aujourd'hui, 53 ans. Vous m'avez fait peur, hein? J'ai cru entendre très tôt, on va me dire 12 ans. Non, j'ai dit, non, c'est pas 19 possible, ans. ça. 19 ans, aujourd'hui, 53 ans. Et voilà, dans le foyer, donc l'expérience vivre ensemble, ça je sais. C'est à partir de ce mariage que j'ai compris
le bien fondé d'aider. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont blessés et qui vivent dans le foyer, mais malgré eux, pour le paraître, pour ne pas faire... Et après, j'ai dit, non, là, il faut que je touche du doigt, il faut que je parle. Beaucoup de gens sont blessés, sont malades, il faut aller vers eux, comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Sinon, c'est la catastrophe. Et moi, j'avais juré à l'époque de ne pas quitter de foyer en foyer, d'avoir des enfants, des pères différents. Et vous en avez eu 5, hein? Oui, j'en ai eu 5. Elle est grand-mère, ça ne paraît pas. Oui. Donc, Très belle femme, ça, voilà. encore énergétique, elle ne porte pas, elle est cinquantenaire, mais ça ne se voit pas. Et voilà, à part d'être chef quartier et puis mère au foyer, je fais beaucoup de choses, vraiment dans le social, surtout dans le social. Et j'aime aider, même aider pas financièrement, mais aider avec les paroles. L'écoute. L'écoute, écouter les gens, apaiser les tensions. Et c'est à partir de ce moment que le défunt chef de quartier, père son âme, il s'appelait Mbati Makaya, a remarqué ma façon de vivre dans le quartier. Il a dit, ma fille, viens, je veux que tu travailles avec moi dans la chefferie. Et voilà, beaucoup me disaient que non, n'y va pas. Parce que la chefferie, c'est la sorcellerie. J'ai dit, bon, si vous voyez ça comme ça, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, j'aime écouter les gens. Pour moi, c'est une façon de voir comment ça travaille à la chefferie. Vous avez exercé votre curiosité. Oui, curiosité. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Si déjà, j'ai dit, la peur, vous savez, Madame Dira, la peur empêche les gens d'avancer. Yes. Si déjà on est mère, on a pu faire des enfants, donc on a affronté cette peur-là. Donc, qu'est-ce qui peut vraiment nous faire peur? Je dis non, rien. Moi, de l'autre côté, je ne vois pas. Moi, j'ai 2 yeux que Dieu m'a donnés. Donc, sorti de là, on est arrivé à un moment, je conseillais même le défunt chef. Il me disait que toi, là, je te vois être chef de quartier. J'ai dit non, pourquoi? Il dit non, moi, je suis en train de partir. Mais toi, ta façon d'être au quartier avec les jeunes et tout le monde, je te vois être chef de quartier. Avez-vous compris que quelque chose se passait là, qu'une sorte de transmission se faisait? Oui, j'avais compris. Mais malgré les intimidations, j'ai dit non, si c'est ce que Dieu a prédestiné, j'y fonce. Rien ne peut m'arrêter. Et ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Que vous êtes là. Et mais j'ai fait 3 ans d'abord d'observation. D'initiation. D'initiation, voilà. Parce que beaucoup disaient que non, une femme, je suis quoi? Je vous dis déjà, je suis musulmane. Un musulman peut être, voilà. J'ai dit, bon, écoute, si c'est le prédestiné de Dieu, moi, j'y suis là. Si Dieu a décidé, je resterai là. D'ailleurs, nous prions le même Dieu, hein, que ce soit dans le Coran, la Bible, sont des appellations différentes, mais votre foi vous a... Et vous êtes là, vous n'êtes pas prête de lâcher. Non, je ne suis pas prête de lâcher, parce que j'aime ce que je fais. J'aime. Et comment ça se passe au quotidien? Chef de quartier, c'est quoi le rôle d'un chef de quartier? D'abord, le rôle de chef de quartier, c'est l'écoute. Connaître d'abord sa population. Ce qu'on avait remarqué à l'époque, les chefs, bon, ce n'est pas pour indexer qui que ce soit, les chefs ne vont pas vers la population. Et là, j'ai dit, je suis encore jeune, je me sens en forme. La population ne me connaît pas. Comment je peux être chef sans connaître ma population? Il faut que j'aille vers la population, les écouter, même si je ne vais rien apporter, mais écouter et conseiller, et j'allais de porte en porte, écouter certaines familles, savoir, OK, dans tel lieu, c'est telle famille, dans tel endroit, c'est tel... Donc, eux, ils ont compris que... Donc, en fait, donc le chef aussi peut quitter sa trône pour venir vers nous. Sa chefferie, c'est souvent l'inverse, on va vers le chef. Non, on n'a jamais connu ça. J'ai dit, bon, justement, il faut démystifier cette fonction de chef de quartier. À l'époque, c'était trop fermé. J'ai dit, non, moi, je démystifie, je vais vers vous, je vais vous écouter. Vous aussi, venez vers moi. Et en échangeant, là, ils ont compris. Et là, j'écris même souvent, comment on appelle, les sorties hors du quartier. C'est-à-dire, je loue des bus qui vont un peu vers le Cap, au nord de Libreville. Vous organisez des excursions pour rapprocher les gens. Parce qu'ils sont comprimés. Vous pouvez imaginer que des personnes, des familles peuvent passer 10 ans, 5 ans. Ils tournent dans le même quartier. Mais ils ne se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Ils ne se fréquentent pas. Non, ils restent même dans le quartier. Hein. Ils ne vont nulle part. Et dans Libreville, personne, ils sont là. Et il se suffit, bon là, je vais là chez le boutiquier. Bon, je vais à la limite au marché. Ou je vais peut-être en ville une fois en passant. Mais sinon, rien ne m'intéresse dans d'autres quartiers. Donc, j'ai créé aussi les repas qu'on j'appelle... Aujourd'hui, j'ai créé aussi l'événement qu'on appelle Repas du Cœur. Donc, c'est la 8e édition que je vais organiser cette année. Le Repas du Cœur, pourquoi? Parce que j'ai compris que les gens, on ne s'aime pas. Donc, pourquoi on est bantou? Nous, on nous a appris à partager le repas ensemble. Et ça crée ces liens en famille. Même vous partagez un verre ensemble, ça crée du coup... Et on a remarqué que à l'époque, il y avait des braqueurs qui ont acculé le quartier.
Donc, ça a créé une peur, vous ne pouvez pas imaginer. Même si un parent vous rend visite, il faut qu'il vous appelle, venez me chercher en route. J'ai dit non, pourquoi cette guerre entre nos enfants et nous? Maintenant, les parents, on a peur de nos propres enfants. Pourquoi? J'ai dit non, il faut que je crée quelque chose. Donc, j'ai appelé ces jeunes-là. Je n'étais pas encore chef. J'ai dit, venez un peu, je vais discuter avec vous. Vous êtes en phase d'initiation. Oui. J'ai dit, venez un peu, qu'est-ce qui vous empêche? Vous faites que nous, vos parents, on a peur de vous. Pourquoi on doit avoir peur de vous? Donc, c'est là, j'ai dit, à cœur ouvert, ouvrez-moi votre cœur, dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, maman, nous, on ne travaille pas. On ne va pas à l'école, les parents nous ont oubliés. J'ai perdu mes parents et du coup, je ne fais rien. J'ai dit, ah, d'accord. Après avoir écouté tous ces jeunes-là, j'ai dit, OK, je vais chercher des voies et moyens pour vous insérer dans la vie active. Donc, c'est-à-dire, avec les opérateurs économiques qui sont dans le quartier, je prends un exemple bête comme ça, des mécaniciens ou des soudeurs. J'ai dit, vous êtes dans mon quartier, vous ne me servez Vous facilitez des intégrations insérez-moi ces jeunes, formez-les. Oui. Une fois qu'ils sont formés, ils vont être dans la vie active. Et j'ai contacté aussi à l'époque l'ONE qui avait un projet sur le machin qu'on appelle PRODES, financé par la Banque mondiale. Oui. Donc, l'ONE, j'ai contacté, ils m'ont donné l'aval, j'ai amené plein de jeunes. Aujourd'hui, je vous dis, braquage zéro à Québec. Alors, braquage zéro, on le retient. Et si vous ne connaissiez pas votre chef de quartier, je vous présente Madame Baba. Elle a été initiée pendant 3 ans. Et depuis 2 ans, elle sillonne tous les coins et recoins de Akébé, Bellevue 1. Et vous comprenez aisément, et nous, et vous à la maison, pourquoi on a choisi ce thème. Ce qui nous permet, après ce premier tour de table, mesdames, d'aller pieds joints sur ce thème qui nous intéresse, le rôle de la femme multidimensionnelle au sein d'une société. Question directe, qu'est-ce qu'une femme? Ça peut paraître anodin. C'est quoi une femme? Qui est la femme? Et vous répondrez, là je suis déjà tournée vers... C'est merveilleux. Voilà. C'est vraiment c'est une question très pertinente qui me motive, qui me booste, qui génère beaucoup en moi cette force. Parce que la femme, en fait, dès le commencement, Dieu l'a créée pour qu'elle soit l'aide. Et si on va dans la profondeur de cette fonction d'aide, ça veut dire que Dieu a déployé la femme à être une sentinelle. Et quand on dit sentinelle, ça veut dire quelqu'un qui veille. Elle veille autant sur la famille, parce que la femme, fondamentalement, a été créée dans le mariage. Donc, il faut que beaucoup de femmes le comprennent. C'est dans le mariage que Dieu l'a rendue multifonctionnelle, multidimensionnelle. Pourquoi? Parce que son rôle est tellement laborieux qu'il fallait qu'elle ait toutes ses capacités à pouvoir gérer non seulement le foyer, les enfants, donc là je parle du statut d'épouse, le statut de mère, les enfants comme vient de le dire la chef de quartier, et également cette actrice pour la cité, cette sentinelle qui travaille pour veiller sur la cité. Donc là on voit déjà la tridimension de la femme. Maintenant on ajoute à cela la femme bureaucrate, la femme entrepreneur. Vous voyez que dans tous ces rôles la femme se retrouve. Donc on peut parler aisément de la multidimension de la femme. Mais elle ne peut les réaliser ou les accomplir que si elle-même, elle est effectivement... si elle sait qui elle est. Donc la découverte de son identité, du pourquoi elle existe. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, de par le travail que je fais et l'expérience acquise, beaucoup de femmes se cherchent. Il y a une crise identitaire chez la femme et elle pense effectivement que c'est dans le mariage qu'elle doit forcément s'accomplir, ce qui n'est pas entièrement faux. Et vous savez de quoi vous parlez. Et je sais de quoi je parle. Mais aussi, tant qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle pense qu'elle est à moitié femme. Ce qu'on peut également comprendre, c'est une légitimité dans cette recherche de maternité. Et la femme, elle a un rôle, mais vraiment prépondérant, je dirais fondamental, pour l'équilibre de la société, partant de l'équilibre de la cellule familiale dont elle est la garante et la bâtisseuse. Donc, et on va revenir en détail sur le plan familial. Le temps pour moi de vous demander, je ne sais pas, est-ce qu'elle a tout dit pour vous? C'est qui la femme? Moi, je pense qu'elle qui sommes-nous? Je pense qu'elle a bien défini la prophétesse Ada, parce qu'elle a dit l'essentiel, l'identité, si je peux dire à une femme qui nous regarde, l'identité de la femme, c'est l'aide. Parce que Dieu a créé une aide. On doit retenir ça. Et je rajouterai accepter. Surtout accepter, parce que beaucoup de femmes n'acceptent pas qu'on leur dise qu'elles sont des aides. Il faut accepter. Moi, dès lors que j'ai accepté que j'étais une aide,
j'arrive à me déployer. Mais Une aide pour qui? Une Allons aide. jusqu'au bout pour Oui, l'homme. l'aide d'abord pour son époux, parce que Oui. c'est avec l'époux qu'on fait les enfants. Parce que quand on rentre dans le foyer, il n'y a pas encore d'enfants, bon, hormis ceux qui ont peut-être fait des enfants avant, mais elles ne sont pas encore complètes parce qu'elles ne sont pas rentrées dans le foyer. Mais lorsqu'on rentre dans le foyer, j'ai eu des témoignages des femmes qui étaient déjà avec les hommes hors mariage, mais elles ont dit, mais il y a un changement. J'ai dit, c'est tout à fait normal parce que vous êtes dans l'alliance du mariage et là, vous vous retrouvez pleinement dans votre mission d'aide. Voilà. Et moi, je dirais vraiment accepter, chère femme. Accepter, et une qui ne démentira pas, hein. Accepter, surtout dans la région musulmane. Moi, je suis fascinée par la région musulmane. Parce qu'une fois, j'avais rencontré des femmes musulmanes et j'ai compris pourquoi les femmes musulmanes sont soumises. On pense parfois que c'est de l'esclavage. Mais non. Mais je parle sous votre contrôle, un pasteur prophétesse. Mais il faut être en phase avec son homme. Parce que si vous n'êtes pas en phase, et on voit la femme musulmane avant de sortir, elle demande que le mari la bénisse. Oui. Et moi, enfin, j'ai découvert ça et j'ai compris un pan, mais je n'ai pas encore tout compris. C'est ce côté que beaucoup ne connaissent pas, la femme musulmane, parce que c'est un peu fermé. Beaucoup ne nous connaissent pas comment ça se passe entre nous, dans nos foyers. C'est vrai que la femme musulmane, comme moi, par exemple, c'est pas facile d'être au devant de la scène et être mariée et être aussi chef de quartier. Parce que je remercie au passage mon époux qui... Il a accepté, tout de suite. Parce que beaucoup n'acceptent pas. Se disent que non, tu fais le choix. Tu restes femme au foyer soumise et pas qu'on soit devant de la scène, qu'on doit te voir, non. Et là, je dis chapeau, merci, parce que ça n'arrive pas à tous les hommes musulmans. Non, je vous assure. Et même là, avant de venir, là, j'ai eu son autorisation. Depuis hier, j'ai dit, est-ce que tu acceptes? Voilà ce qui va se passer. Il dit, non, mais toi, tu aimes les médias. Ben, vas-y. Vas-y. Donc, c'est un peu tabou chez nous. Et beaucoup abandonnent même. Des fois, au niveau bac plus, ils abandonnent les études parce que dès que tu arrives au foyer, l'homme te dit, non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Et tu es déjà dedans. C'est que la lutte n'est pas facile. D'où, si je peux renchérir par rapport à ce qu'elle dit, c'est vrai parce que il faut être accompagné de son époux. Il faut effectivement être libéré par son époux pour pouvoir accomplir toutes ces tâches-là. Parce que tant que la femme elle-même, elle n'est pas dans son équilibre et qu'elle ne s'épanouit pas, c'est-à-dire avec l'aide de son conjoint, elle ne peut effectivement pas réellement se déployer. Parce qu'il y a cette conscience qui est complètement attachée du fait que son mari n'est pas d'accord. Donc vraiment, il faut que les hommes arrivent à comprendre que se marier ne veut pas dire que la femme, elle se perd dans ce qu'elle est, dans tous les sens, dans tout ce que Dieu a mis en elle. Au contraire, beaucoup d'hommes qui ont compris effectivement la valeur de leur épouse et les qualités, si ce n'est les talents déployés par celle-là et qui la libèrent, ce sont des hommes qui sont bénis et qui reconnaissent l'épanouissement de leur femme, même de l'accompagnement par rapport aux enfants. Exactement. Et oui, vous vouliez dire quelque chose? Parce que je voulais quand même dire oui, nous on accepte d'être femme. Mais ce que vient de dire Madame Vanangoy, c'est très important. Nous sommes multidimensionnels, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas s'adapter ou dire non à certaines... Oui, allez-y. Voilà. J'ai apprécié quand Madame, vous avez dit... la soumission, vous avez un peu expliqué. Moi, quand je suis rentrée dans le mariage, je n'avais pas eu d'explication concrète sur la soumission, c'est quoi? Parce que ce qu'on avait entendu, on se dit non, la femme n'a plus le droit de rien faire, tout ça. Mais avec les enseignements à l'église, j'ai découvert en fait que la soumission, c'est se mettre sous la mission de quelqu'un, la mission de son mari, et d'accepter. Parce que quand on se marie, on a une vision commune et on se soumet juste à cette vision-là pour pouvoir accompagner son époux. Et c'est là que notre identité d'aide se met encore plus en action et s'emboîte même avec la vision, la mission en fait, que l'on a en fait, au final. La mission, connaissez-vous votre mission, vous qui nous suivez à la maison? Pendant que vous réfléchissez, peut-être je vais vous inviter à aller chercher un petit papier, un bloc-notes, parce que nous allons marquer une pause et au retour, vous saurez tout. Enfin, on va essayer avec mes invités, on va vous parler du rôle de la femme au niveau familial, on a emboîté un peu le pas, mais on va encore entrer dans les détails sur le plan religieux et sociétal. Quel est le rôle de la femme? Petite pause et on vous retrouve juste après.
Vous avez un décès, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez ou rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Rahuré. Et voilà, c'était notre pause publicitaire et le temps pour moi de vous dire aussi que si vous souhaitez faire passer vos publicités dans Au Féminin, c'est possible. Il vous suffira simplement de vous rendre auprès du service commercial de Gabon Télévision qui est situé au 2e étage de la maison, non, 2e étage de la maison Georges Rahuré. Et si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, nous parlons du rôle multidimensionnel de la femme au sein de la société. Et j'ai 3 merveilleuses dames qui sont avec moi depuis le début. Balkissi, c'est bien ça, Balkissou. non? Balkissou Oui. Baba, notre chef de quartier. Nous avons Madame Souna Ondias, elle est de DBS, femme multifacette, et pas en reste Madame Edwige Jada, épouse Banangoy, qui sont là pour nous édifier sur ce thème. Alors, avant la pause, je disais, mesdames, que nous allons un peu rentrer dans les détails sur le plan familial. Revenir un peu là-dessus, on a commencé un peu à évoquer le plan familial. C'est la femme qui donne la vie. Et ça, je l'ai dit à l'entame. Et si elle donne la vie, sur le plan familial, comment elle acte ce rôle? C'est qui veut, hein? Qui est... Vous voulez que je désigne? Bon, ma tête est tournée sur le plan familial. Dites-nous le rôle de la femme au sein de la famille, c'est quoi exactement? Parce qu'on a parfois l'impression que la femme démissionne. Et la conséquence, c'est là on voit les enfants qui sont perdus, abandonnés. Non, je pense que, comme on l'a si bien dit en introduction, la multidimension de la femme commence dans son foyer si, effectivement, elle a une famille à gérer. Et il faut savoir que le rôle de la femme se détermine et se dessine en fonction de son environnement. C'est-à-dire que si elle est mariée, il va être important que son mari lui accorde de l'affection et de l'attention, parce que la femme, pour ainsi dire, est rattachée à l'homme. On dit que la femme est la côte de l'homme, donc une partie de l'homme. Elle existe par l'homme. Et donc, pour qu'elle trouve pleinement son épanouissement et qu'elle soit capable d'un meilleur rendu, c'est-à-dire qu'elle puisse se déployer par rapport à sa famille, à ses enfants, il faut qu'elle soit épanouie, il faut qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle se sente aimée. Elle va se déployer comme une fleur qui donne de jolis pétales. Ça veut dire qu'elle va être capable de donner la même affection qu'elle reçoit de son époux à ses enfants, la même force qu'elle reçoit par le fait que son mari la protège et l'honore. Elle va forcément être cette femme capable de gérer un foyer avec beaucoup d'équilibre. Vous l'avez dit, beaucoup de femmes démissionnent. Mais si on cherche bien, en tant que thérapeute conjugale et familiale, c'est parce que le socle familial dans lequel elle évolue n'est pas propice à ce qu'elle puisse accomplir ce rôle. Ou alors qu'il y a eu des ratés au sein de sa famille aussi. Ou des ratés, justement, où elle n'a pas été accompagnée, où elle n'a pas su c'est quoi réellement être une femme mariée. Parce qu'il y a comme une confusion souvent qui s'installe. Les femmes confondent la phase d'apprentissage relationnel dans ce qui est des fiançailles. L'homme se déploie à être très présent, très affectionné, très affectueux, mais une fois qu'il a épousé la femme et qu'il l'emmène à la maison, il y a comme ce délaissement que beaucoup ressentent. Il change d'attitude et de comportement. Il devient comme quelqu'un qui dit « tu es mon acquis, tu es ma chose ». Donc, à ce moment-là, parfois, il y en a qui maltraitent. Il y en a qui les mettent, qui les rangent, je dirais, comme dans les placards. Donc, une femme qui se sent comme cela, elle ne sait pas pourquoi elle est mariée, elle ne sait pas réellement ce qu'elle doit faire, elle se sent perdue. Beaucoup se sentent perdus dans le foyer. Beaucoup ont juste besoin d'affection, besoin de considération, d'assurance. Et de sentir cette complémentarité avec l'homme. C'est ça le problème. Et il faut dire qu'en Afrique, on n'a pas cette notion, les hommes n'ont pas cette notion d'affection et d'attention envers la femme. C'est plus je l'épouse pour qu'elle soit la mère de mes enfants, je l'épouse pour qu'elle fasse les tâches que je ne peux pas faire, effectivement qu'elle soit cette aide. Mais ils oublient que ce sont eux qui donnent véritablement la force à la femme pour accomplir pleinement ce qu'elle a à accomplir. Et si elle sort justement d'un environnement qui ne lui a pas donné
cette éducation. Elle n'a pas eu une mère assez posée. Elle n'a pas eu de mère qui l'a préparée. Donc, elle rentre, pour ainsi dire, comme, je sais pas, comme un cheveu dans la soupe dans un foyer. Elle va tout apprendre d'elle-même. Donc, comme je vous ai dit tantôt, que j'ai une école du mariage qui forme la femme dans ce qu'elle doit être dans le foyer. Il y a les fondamentaux. Il y a les codes de langage qu'on ne peut pas employer avec son époux, ce qu'on emploie avec ses frères ou dans sa famille. Il y a justement cette éducation à être et à pouvoir rester à sa place. Donc, c'est tant de choses que je pense qu'il est nécessaire de connaître pour que la femme joue pleinement son rôle. Parler. Oui. Et je connais une qui, vous avez évoqué des codes, je ne sais pas si elle s'en souvient, qui ne savait pas, et vous savez, parfois quand on vit dans l'Hexagone, c'est pas pareil que lorsqu'on revient en Afrique, parce qu'il y a cette modernité et puis la tradition, où dans l'Hexagone, nous faisons tous la vaisselle, et quand on arrive ici, on ne comprend plus pourquoi monsieur ne peut plus aider. La vaisselle. Mais voilà, c'est Alors ces codes, vous les avez eus, vous, avant? Avant, je peux pas dire que je les avais eus, parce que je n'ai pas grandi dans un cadre familial équilibré. Donc, du coup, j'ai donné ce que je connaissais. Voilà. Mais après, j'ai eu cette grâce aussi à ce qu'on m'a appris certaines codes quand je suis arrivée au Gabon. J'ai ma belle-mère qui m'a enseigné comment on est à la maison. Voilà, si y a la vaisselle, c'est la femme qui s'occupe de faire la vaisselle, de s'occuper de tout. C'est vrai qu'en Europe, en Occident, les hommes aident vraiment les femmes parce qu'on est surchargé, on a beaucoup, on travaille, on rentre, on est fatigué. Donc, du coup, ils se sentent un peu obligés de nous aider. C'est la culture. C'est la culture qui est comme ça. Mais ici, moi, je connaissais pas ma culture de mon pays. Donc, j'ai appris et j'ai accepté ma culture. J'ai accepté, au fait, de vivre comme chez les Africains, où la femme prend soin de son mari. Donc, pleinement. en partant de l'Occident, Oui. il faut encore un genre de réintégration. Oui, C'est cela. oui, il faut le faire parce que quand on ne le fait pas, ça crée un autre problème dans le foyer. Ouais. Et la belle famille veille à ce qu'on s'occupe très bien de son fils. Oui, du fils, parce que on surveille. Si on ne le fait pas, on nous le dit. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on nous dise pour éviter aussi certains problèmes. Moi, on me l'a dit, ça m'a évité beaucoup de manquements. De friction. Voilà. Oui. Et en même temps, je me suis vraiment réadaptée à mon environnement. Parce que l'environnement occidental et l'environnement africain ou gabonais, c'est différent. C'est différent. Mais j'aimerais quand même et là, vous allez nous répondre, on dit la femme, c'est elle qui donne la vie. Ça veut dire que c'est la femme qui transmet les valeurs. Parce qu'avant de devenir femme, on est mère. Une femme n'est pas forcément obligée d'être mariée, mais c'est elle qui transmet les valeurs. Est-ce à dire que quelque part, la femme aussi a raté, parce que c'est la femme qui donne la vie au petit garçon, à la petite fille. C'est la femme qui transmet les valeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin pour qu'aujourd'hui, Madame Baba, oui, moi, le constat que j'ai fait, par exemple, dans mon quartier, ce relâchement est dû à... Quand une femme est meurtrie, parce que le mari l'ignore complètement, il y a un manque de communication, et elle transmet cette colère-là sur les enfants. Parce Et qu'elle voit le faciès de papa. Voilà. Et papa, ton père, c'est à cause de toi à cause de ton père que j'ai vu cette calvaire, il abandonne sa maison. Du coup, vous aussi, vous ne serez pas à l'aise. Est-ce que c'est normal de réagir? C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et j'attire souvent cette attention. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe. J'ai l'impression, vous encore, vous avez une chance, une grâce que votre belle-mère vous a aimé, mais c'est tout le contraire de beaucoup de femmes. Tu es marié à ton époux et du coup, la belle famille s'insère dans la relation. Dans votre relation. C'est qu'ils vous empêchent de vivre votre amour. Et quand vous vivez cet amour-là, pour eux, il faut aller chercher derrière. C'est pas simple. Parce que c'est pas simple que le fils doit aimer sa femme comme ça. C'est sûr qu'il a... Hein, elle a envoûté. Elle a attaché. Voilà. Elle a mis dans une bouteille. Voilà. Et du coup, cet amour qui est entre vous se déchire et tu es là dans ton foyer et tu as peur de quitter, peur de laisser tes enfants. Le mal est là. Et tu t'accroches à d'autres filles qui ne sont pas mariées et qui, quelque part, te conseiller, c'est que quitte ton foyer. C'est cela. Viens nous rejoindre. Et puis voilà, moi je suis à l'aise, moi je rentre quand je veux, je vis ma vie. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et le mari refait sa vie. Il a amené une autre femme dans le foyer. Ce qui s'est passé.
C'est Alors, la catastrophe. on va continuer. Oui. Hein? On va emboîter le pas maintenant sur le plan religieux. Je reste avec vous, Madame Baba, parce que j'aimerais que vous nous édifiez un peu plus avant que les deux autres dames ne complètent. Quel est le rôle de la femme sur le plan religieux chez les musulmans? Parce que je vois d'un côté, il y en a, nous avons sur ce plateau une prophétesse, un pasteur. Chez les musulmans, le rôle de la femme, c'est quoi? Sur le plan religieux. L'éducatrice, elle doit éduquer son enfant. Parce que l'homme, lui se dit, moi, je vais chercher l'argent. Et toi, tu dois rester là à éduquer les enfants. Si, par exemple, l'éducation de l'enfant a raté, du coup, l'homme te dit, c'est toi. Si l'enfant a eu l'échec dans son foyer, il dit que non, c'est la faute de maman. Parce que tu as démissionné, tu n'as pas orienté l'enfant comment. Comme il se devait. Parce que nous, on nous prépare dans le foyer déjà. Voilà pourquoi je suis partie peut-être en mariage. On nous prépare à être dans le foyer. Et à la mosquée? À la mosquée. Je sais que vous êtes séparés, Oui. les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais entre femmes, est-ce qu'il y a des conseillères aussi? Est-ce que vous recevez, vous éduquez celles qui Oui, il y a, sont destinées au mariage? On les appelle les maîtres, les enseignants. C'est qu'elles elles ont appris le Coran, donc elles relatent les... Elles transmettent. Elles transmettent le Coran, elles prêchent les paroles. Elles sont là, mais on ne les voit pas, mais c'est leur rôle. Et les écoles, vous allez remarquer que dans les écoles coraniques, majoritairement occupées par les femmes. C'est les femmes qui sont là, qui enseignent. Non seulement le Coran, mais elles enseignent aux enfants comment se comporter. Oui, mais c'est caché, mais c'est ce qu'elles font. Ça se fait discrètement, C'est discrètement. mais c'est Même très à la efficace. mosquée, il y a des femmes qui vont à la prière, mais vous savez, c'est fermé. Le lieu de culte des femmes, c'est fermé. On ne doit pas voir les femmes. On ne doit pas se mélanger. Voilà. Alors, prophétesse, le rôle de la femme. Je vous pense êtes que le rôle de la prophétesse, femme... vous dans êtes les- auto-désignée prophétesse sur le plan religieux. Vraiment, je voudrais qu'on parle sur le plan religieux en tant que prophétesse. Quel est le rôle que vous jouez et comment êtes-vous devenue prophétesse? Waouh. Je pense que là, ça risque d'être long si je donne tout le parcours On et va à le l'essentiel, process. pas le parcours, mais vraiment, j'ai on a reçu déjà compris, l'appel. vous l'avez déjà, on ne va pas vous détrôner. J'ai reçu l'appel en 2005. C'est Dieu qui m'a parlé. Je me suis vue et beaucoup me voyaient au milieu des femmes. Et déjà dans l'église où j'évoluais, les assemblées de Dieu, Maison Mère PK8, là-bas, on ne pouvait pas prophétiser. Seuls ceux qui avaient été approuvés, qui avaient fait qui avaient réussi à convaincre. Et moi, je recevais déjà pas mal de révélations que je transmettais. Et ça arrivait au fur et à mesure. Mais c'est pas là que je décide d'être prophétesse, je le décide pas. C'est Dieu qui le décide. Et puis voilà, comme ça, je reçois que je dois me lever pour les familles. Alors je conteste cela pendant 1 an, donc de 2005 à 2006. Et puis là, le Seigneur me dit, cette fois, tu m'obéis. Et là, je demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc c'est la révélation. C'est la révélation qui nous consacre. Et de par cette révélation, Dieu prend le contrôle par le Saint-Esprit. Et puis il y a une étape où finalement Dieu envoie des hommes pour venir nous oindre ou nous ordonner. Donc l'ordination se fait au fur et à mesure. Après, les œuvres sont là, elles sont nombreuses parce qu'on parle sur la vie des gens, on impulse des gens comme des hommes et des femmes. Pour ce qui me concerne, moi, mon ministère prophétique a beaucoup impulsé les gens dans le mariage. Beaucoup, je ne peux pas dire Dieu te dit que c'est ton mari. Je dis, bah, écoute, il faut aller réfléchir. Dieu m'a révélé cet homme. Va prier pour ça. Si tu as la révélation, tu reviens vers moi. Donc, j'ai aujourd'hui beaucoup de couples qui se sont unis à travers le ministère prophétique. Mais donc, au-delà de autrement ça... dit, si je vous suis, ça veut dire que au sein de l'Église, en tant que prophétesse, il y a aussi ça part d'une révélation pour connaître sa mission et être conforté dans le rôle que Bien vous sûr. devez jouer au sein de l'Église. Il y a un couloir. Moi, j'ai un couloir précis. Je suis prophète, établi sur ma nation. Je suis une sentinelle sur la nation. Tout ce qui arrive sur le pays, je le reçois, je prie et je suis une sentinelle de prière. Donc, il y a des fois que il arrive que je sorte pour révéler ce que Dieu m'a dit sur le pays. Et comme ça s'est d'ailleurs passé plusieurs fois. Mais là, pour ce qui est dans le cadre du ministère, Dieu nous utilise aussi à redresser des ministères. J'ai encadré beaucoup de jeunes ministères qui ne savaient pas où aller, comment s'orienter. Et là, le prophète vient, il donne l'orientation. Donc, c'est en fait cela, c'est que Dieu utilise un homme
pour parler à travers de cet homme, c'est le prophète, et il donne des directives, que ce soit aux hommes, que ce soit sur la nation. C'est ça le prophétique, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui reçoit de la part de Dieu. Et il faut bien différencier ça à quelqu'un qui a un don prophétique. Le don prophétique, c'est quelqu'un qui vient, qui annonce quelque chose, et c'est spontané. Mais le prophète, il vit, c'est un mode de vie, c'est permanent. Même quand on parle, on reçoit ce que Dieu va faire ou ce que Dieu dit de la personne en face. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, même dans le cadre de la maternité, j'ai beaucoup accompagné des hommes et des femmes à pouvoir avoir des enfants. C'est-à-dire, je reçois, Dieu me dit, tu vas enfanter et tu auras tel sexe. Et ça s'accomplit pour les personnes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Donc, le prophète est vraiment là pour annoncer l'avenir, pour dire ce que Dieu va faire. Et pour ce qui est du cadre familial dans lequel je travaille, le plus souvent, dans lequel je suis reconnue, c'est que tu vas dans les foyers et tu dis ce que Dieu va faire. Je prends l'exemple, Madame Madame Baba. Dieu m'a utilisé pour des couples musulmans. Et d'ailleurs, en tant que thérapeute familial et conjugal, j'accompagne des couples musulmans en difficulté à travers le monde parce que je travaille sur l'échelle internationale. Maintenant, je vais vous parler de ce couple-là qui est vraiment une anecdote, un témoignage incroyable. Cette femme, elle assiste à un de mes séminaires en 2006. Son foyer est brisé. Et donc, elle me voit passer à la télévision, annonçant le programme. Elle est venue de manière très cachée parce que les musulmans ne sont pas pudiques. Voilà, sont très pudiques. Mais elle était tellement en difficulté qu'elle cherchait des solutions. Et après ce séminaire, elle approche mon équipe, mon secrétariat pour dire qu'elle avait besoin que je la visite. Parce que ce que je fais souvent, c'est que je visite aussi les couples en difficulté. Et donc là, j'arrive chez elle. Elle habitait du côté derrière la maternité à Ovendo. Et quand j'arrive, elle avait enlevé son alliance. Et elle était en difficulté parce que son mari avait déserté le foyer depuis plus d'1 mois. Il n'était pas revenu, ils avaient 2 enfants. Et là, elle commence à pleurer. Elle me dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis musulmane, mais j'ai besoin d'aide. Je vous ai entendu parler aux femmes. J'ai besoin d'être accompagnée. Et là, tout à coup, je regarde son doigt d'alliance. Je vois qu'elle avait ôté l'alliance. Je dis, madame, commencez à remettre, remettez votre alliance. Parce qu'en l'enlevant, vous chassez votre mari. C'est spirituel parce que l'alliance est quelque chose de spirituel. Et cette dame de remettre l'alliance qu'elle avait laissée dans la salle de bain, elle remet l'alliance. Et tout à coup, je lui annonce que son mari allait rentrer dans la soirée et qu'une fois que ça allait être fait, qu'elle m'appelle. Et vous savez, je suis partie. Et le lendemain, elle appelle pour dire, mais cette femme, c'est extraordinaire. Mon mari était parti depuis 1 mois. Comme elle l'avait dit, il est rentré dans la nuit et il a remis aussi l'anneau au doigt. Et il m'a demandé pardon et je lui ai dit que j'avais reçu une femme qui m'a dit ce qui allait arriver. Vous voyez, c'est ça aussi le prophétique parce que ça prouve que Dieu travaille et Dieu parle. Donc, ce n'est pas juste un aspect... Et Dieu ne parle pas seulement qu'au travers des hommes. La preuve aujourd'hui, la prophétesse Edwige est là. Et il y a eu la prophétesse Déborah. Voilà, il y en a plusieurs parce qu'il y a parfois des débats, mais non, la femme doit être à côté. Mais on n'en est pas là. Nous, on essaie juste de vous édifier sur la multidimensionnalité de la femme, son rôle. On a parlé sur le plan familial, mais d'ailleurs, on revient toujours sur la famille. Et la famille, qui dit famille, c'est le mariage. Et puis, le pasteur. Le pasteur. Au départ, vous ne vous voyez même pas pasteur. Non, c'est quelque chose que j'ai rejeté. Je disais jamais je serai une maman pasteur, même pasteur. Parce que j'ai vu mes pasteurs souffrir. Donc, du coup, j'avais beaucoup compassion d'eux. Et étant à côté des pasteurs, servir un pasteur, un homme de Dieu et sa femme, j'avais beaucoup de compassion. Parce que je voyais le travail extraordinaire que ces personnes font, mais il y a beaucoup d'ingratitude. Et du coup, je me suis dit, waouh, être à l'église, servir des hommes et des femmes, visiter les familles, prier pour les gens, et après on reçoit le mal en retour. Je me disais, j'aimerais pas être à leur place. Mais aujourd'hui, je suis à cette place-là. C'est vrai que je regrette pas parce que c'est une bonne chose de servir les autres. C'est une bonne chose de faire du bien autour de soi. Mais la place de la femme à l'église, je dirais, notre rôle, oui. Madame, dans votre cas, vous accompagnez d'abord votre époux. Dans mon cas, j'accompagnais mon époux. Je peux dire oui et non parce que moi, je sers le Seigneur depuis l'âge de 17 ans. Et mon mari, je l'ai rencontré bien après, peut-être à 19-20 ans. Mais de 17 ans à 19 ans,
je servais Dieu. Mais je savais pas que j'étais un pasteur à ce moment-là. Je pouvais pas me mettre cette étiquette-là, mais je le servais comme un pasteur. Parce que je visitais les gens. J'allais prier pour les personnes. À chaque fois que Dieu me parlait, il me dit, va voir telle dame, va voir telle famille. Je le faisais. Tout ce qu'un pasteur faisait, je le faisais. Et j'ai appris à mon époux à le faire dans le cadre du mariage. Parce qu'on était dans l'église ensemble, mais je lui disais, il y a telle sœur, j'ai prié, il y a telle sœur qui ne va pas bien, il faut qu'on aille la visiter. On a accompagné les personnes avec le VIH. J'ai appris à mon mari à accompagner les personnes malades sans les juger. Et on a appris ensemble à prier pour ce type de personnes sans rejeter. On l'a fait ensemble. Et je pourrais dire aux femmes que nous, les femmes, nous avons le don d'influence sur nos époux. Parfois, nos époux, ils peuvent se dire, non, c'est pas grave, on va pas faire ça. Mais nous, c'est inné. C'est-à-dire Voilà, que toute femme a ce pouvoir. Encore faudrait-il en être consciente. Voilà. Mais on peut le faire même dans l'église. Parce que quand on sert les autres, on doit le faire avec amour. Et la femme, je pense que l'amour, le don d'amour, Dieu a donné ça à la femme. Parce qu'on ne nous impose pas à aimer, on aime. C'est inné, comme on le dit, et c'est pour ça qu'il est bon de rappeler aux femmes, la femme est capable du meilleur comme du pire. C'est nous qui donnons la vie, et quand nous donnons la vie, qu'est-ce que nous enseignons à nos progénitures? Si on leur apprend le mal, mais ils n'iront que répéter ça. Si c'est le bien, ils seront des êtres humains accomplis, mais ensuite on devient épouse. Si on conseille mal nos maris, ceux qui ont des responsabilités, mais ils feront parce qu'ils ne feront que tout ce qui est mauvais. Donc, réveillez en vous le côté positif. On me fait signe bientôt les conseils pratiques, mais je voudrais quand même que vous répondiez à cette question avant qu'on ne passe au jingle conseils pratiques. Alors, il y a la femme joue les équilibristes entre le rôle dans la modernité et la tradition. Comment faire? Parce que c'est souvent ça, on a vu Kuan Yin qui nous a dit, elle revient, ça, elle ne sait pas, il a fallu qu'elle se réintègre. Comment, je sais même pas, ou bien vous allez répondre à cette question dans les conseils pratiques pour qu'on gagne en temps, c'est-à-dire comment concilier le rôle de la femme moderne et la femme traditionnelle pour qu'elles se sentent à l'aise dans leur facettes multiples. Nous allons marquer une pause, c'est un jingle et elles vont répondre à cette question chacune à tour de rôle et vous donner les derniers conseils pratiques. Et voilà, le temps passe tellement vite avec votre émission au féminin. Nous en sommes au conseil pratique et on va commencer par Kuan Yin. D'accord. Donc, comme conseil pratique que je pourrais donner à une femme qui nous regarde, je dirais, on a des traditions, on a des valeurs dans notre pays. Au Gabon, on a des très, très bonnes valeurs. Je pense qu'il faut accepter nos valeurs, nos principes, voilà, ce que nos parents nous ont enseigné. Et aussi mettre en pratique, c'est vrai on a étudié, on a d'autres qui ont voyagé. On peut combiner le tout pour amener cet équilibre-là. Après, pour ceux qui sont, comme moi, chrétiennes, vous avez des principes de vie de la parole. Et je pense que les principes de vie de la parole, c'est ce que nos parents nous apprennent en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup de valeurs qui sont reliées à ces principes bibliques-là que nous oublions. Voilà, comme le respect des aînés, le respect des parents. Ce sont des valeurs que nos parents nous apprennent quand on est enfant. Par exemple, au Gabon, on peut appeler les aînés yaya, ce genre de choses, ou les tata-mamans, etc. Ce sont des valeurs qu'on nous a donné. Donc, revenons aussi à nos valeurs, acceptons cela. Et je pense qu'on aura une meilleure manière de vivre ensemble. Une meilleure manière de vivre ensemble et surtout, vous savez aussi que non seulement on donne la vie, mais sur le plan économique aussi, la femme a un rôle à jouer parce que si l'homme n'est pas bien, il ne pourra pas offrir le meilleur de lui, Madame Baba. Oui, bien sûr. Bon, je disais tantôt, la femme ne doit pas douter de qui elle est. Elle ne doit pas douter de qui elle est. Elle a une capacité que vous ne pouvez imaginer. Déjà, de donner la vie, ça englobe déjà tout. L'éducatrice, c'est encore plus fort. Et je voulais dire l'exemple de moi. Je parle à mes soeurs de l'autre côté. J'ai dit, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes des femmes fortes. Vous pouvez aller plus loin que vous ne pensez. Et nous sommes le reflet de nos enfants. Je donne un exemple bête souvent. J'aime dire, pourquoi quand vous, les parents, quand vous envoyez vos enfants aller vous acheter de la cigarette,
quel message vous passez à l'enfant? Parce que pour l'enfant, vous dites que non, ça, la cigarette est bon. Déjà, vous l'envoyez, allez acheter, d'abord dit que demain, tu peux fumer. Donc attention à nos actes, ce qu'on pose comme acte dans la vie de tous les jours. Et je profite par ce plateau pour dire à Madame Dira, ici, à son équipe, je vous invite à aller filmer un peu le mariage traditionnel musulman pour savoir comment ça se passe de la mosquée jusqu'à la maison. Parce que beaucoup ne savent pas comment ça se passe chez nous. Le message n'est pas rentré dans les oreilles des sourds. Hein. Vous nous direz quand. Je ne sais pas si ce sera la mienne, mais vous savez, c'est Gabon Première. Ça peut être une équipe même de reporters. Oui. Justement, qu'on fasse immersion au sein de la communauté musulmane. Bien sûr. Je prends note et je suis sûre que les responsables de la rédaction aussi ont suivi. Merci. Voilà. Alors, Dieu est amour, la femme est amour. Elle ne doit que transmettre. Quand on transmet la vie, c'est qu'on aime. Et on ne peut pas détruire ce que l'on a mis à jour. Prophétesse Edwige Bamangoy. Waouh, il y a tellement de choses à dire. Cette émission est très profonde dans le sens même qu'elle ressort non seulement le rôle primaire de la femme, le rôle, j'allais dire, moderne, le rôle traditionnel de la femme. Il y a tellement à dire à ce sujet. Mais ce que je crois et que je sais, c'est que la femme est née pour être une bâtisseuse. Vous savez, j'ai un mouvement international des femmes bâtisseuses. C'est des femmes à qui je donne justement cette formation de savoir comment gérer tous les rôles que Dieu leur a donnés, des rôles qui sont innés chez la femme, c'est-à-dire bâtir. Elle bâtit sa maison, elle bâtit l'avenir de ses enfants, elle bâtit la société. La femme est au centre de la construction de la nation. La femme est au centre de la construction même de son époux. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 14, verset 1er, permettez-moi de citer, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée renverse de ses propres mains. Ça veut dire que la responsabilité de la femme, qu'elle soit moderne, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit, peu importe le rôle qu'elle joue sur le plan professionnel, sur le plan, j'allais dire, régalien, la femme a reçu le manteau spirituel de bâtir. Et vous savez, derrière ces grands hommes, il y a des femmes sages. C'est la femme qui va empêcher à son mari de prendre les armes. Et la douceur de la femme lui permet d'être la sentinelle dans la prière. La femme a un don inné parce qu'elle prie, elle sait supplier, elle supplie Dieu pour sa famille, elle supplie Dieu pour son mari, elle supplie son mari pour qu'il écoute. Donc la femme, elle construit le foyer, le mari, les enfants et la société. Pour moi, c'est un rôle qui se veut multidimensionnel et que je voudrais vraiment ressortir chez la femme, d'où les séminaires et, j'allais dire, les conférences que j'ai animées depuis plus de 18 ans, c'est-à-dire former la femme à être capable de porter, n'est-ce pas, son manteau. Et je veux finir par dire que la femme est une Amazone. Yes. Parce que pour pouvoir assumer tous ses rôles, c'est une guerrière. Yeah. Pour prendre possession de sa maison, du patrimoine, de la vie des enfants, elle est tout le temps en guerre, mais ces guerres sont silencieuses, mais spirituelles, alors que l'homme, dans son pouvoir, combat physiquement. Donc la femme, pour terminer, est l'équilibre même de l'homme et de la société. Yes. Et voilà, nous sommes l'équilibre de nos chers messieurs. Voilà. Mais pas besoin d'en arriver à l'affront. Ce n'est pas parce qu'on parle très fort qu'on est le plus fort, mais on peut exercer son pouvoir tout en douceur. Et elles l'ont dit, nous sommes des Amazones. Vous aussi à la maison, vous êtes des Amazones. Mais on espère qu'on peut en reparler une autre fois. Cherchez d'abord à vous connaître. Cherchez à connaître votre mission dans tout ce que vous faites. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan sociétal. Et nous n'aurons des personnes merveilleuses parce que c'est nous qui donnons la vie, mais que transmettons-nous à ces enfants, garçons ou filles, qui demain seront des responsables. Je vous laisse cogiter là-dessus. Pour nous, toute l'équipe et moi, nous vous disons merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous, mesdames, les Amazones. Merci. On repart avec le titre d'Amazon. Merci pour l'opportunité. Ce n'est pas volé. Merci au Nomo Hotel qui nous prête encore une fois un de ces merveilleux cadres. Et nous vous retrouverons dans 15 jours. Mais ça, ce sera une autre histoire. Mais surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.